Bah, je vous présente mon animal totem. Bah, c'est le lapin, ça a toujours été le lapin. Il n'est pas câlin, ce lapin. Mais il est chiant, il m'a bouffé le canapé, putain, j'ai vu encore, il y a toute la mousse qui est sortie, là. Tu veux qu'on organise une exposition? Puis le meuble qui m'a raboté, on pourrait organiser une exposition? Des meubles rongés par Robert. C'est quoi ta démarche? Hein? Est-ce que tu as du recul par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tu as de la distanciation sanitaire vis-à-vis de ta pratique? Ou est-ce que tu es complètement absorbé par ton art? Tu es un artiste brut, c'est ça, tu es un artiste brut. Mais dis-le au moins, parce que si tu le dis pas, je pourrais pas te reconnaître. Mon petit Robert. T'es programmé à ranger tout ce que t'as envie de ranger. Rongeur. L'intensité du rongeur, c'est de ronger. C'est de te ranger les meubles, c'est de te ranger les bouts de bois, c'est de te ranger. Il a claqué les talons, il est pas content. Ouais, mais tout, moi non plus, je suis pas contente, Robert. Tout le meuble est complètement rangé sur les bords, c'est hallucinant. Il est bientôt prêt pour l'exposition pour... Voilà un bel exemple donc de relation toxique d'emprise sur l'autre. Je vous rappelle le conte de Kirikou et la sorcière, parce que la sorcière dans Kirikou, c'est l'archétype du bourreau, qui possède les êtres et qui les a changés en choses, mais qui elle-même est empoisonnée. Elle est empoisonnée, la sorcière, parce qu'elle ne s'aime pas elle-même. Elle ne sait plus qui elle est. Et Kirikou, qui est plus intelligent que les autres, il va lui enlever son épine de poison, son épine de non-amour, pour la révéler à sa vraie nature, c'est-à-dire une grande princesse. Et lui, en faisant ça, en allant délivrer du mal la sorcière, il va grandir et il va devenir un homme. Ce conte est absolument magnifique, parce qu'il utilise la compassion et l'humour. Ce que je n'aime pas dans les approches psychologiques, uniquement psychologiques qu'on peut trouver sur l'analyse de la structure de la perversion narcissique, c'est qu'elle tente toujours à blâmer le pervers narcissique. Sauf qu'il faut savoir que le pervers narcissique, c'est tout. On est tous pervers narcissiques, qu'on soit bourreau, victime ou sauveur. Alors, tout l'accent est mis en ce moment sur le bourreau. Oui, le bourreau c'est le méchant, la victime, c'est moins la méchante, c'est la victime. Mais la victime est tout autant prédatrice sur le plan énergétique que le bourreau, voire même parfois bien plus. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les victimes, souvent, elles te pompent beaucoup plus l'énergie que les bourreaux. L'objectif donc du bourreau, de la victime ou du sauveur, c'est de pouvoir exercer une emprise sur l'autre, de pouvoir capter l'attention, l'énergie de l'autre dans le but d'obtenir une reconnaissance. Parce que le point de départ, c'est toujours le manque de reconnaissance et le besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé. C'est parce qu'on a le besoin d'être aimé qu'on en arrive à ces dérives. Ça, c'est important de le souligner.
Parce que j'en vois beaucoup qui sont là, oui, alors lui c'est un pervers narcissique, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de cracher, de déverser leur haine en fait. Qu'ils ne sont pas allés voir en eux-mêmes. Pourquoi ils ont rencontré ce pervers narcissique? C'est qu'eux aussi, dans leur structure, il y avait quelque chose qui n'était pas très clair. C'est très important d'avoir une approche d'auto-analyse. C'est pour ça que, pour parler de la perversion narcissique, j'ai décidé de me mettre en scène avec mon lapin. Alors, bien sûr, j'étais en train de jouer la comédie, mais je jouais quelque chose, une structure qui est présente en moi, et dont, d'ailleurs, je dois faire attention, à laquelle je dois être attentive. Le besoin de reconnaissance à l'extérieur, ça vient d'un manque de reconnaissance de soi-même. C'est facile à dire, mais c'est quand même la base. Alors, moi, dans mon approche, je vais de plus en plus insister sur l'importance de l'art comme moyen d'apporter une dimension à sa vie. Parce que ce qui manque aujourd'hui cruellement à notre existence, c'est la dimension. Nous sommes dans un effondrement de société. Plus que société, nous sommes dans une fin de cycle. Dans une période de grands bouleversements, dans ce qu'on appelle les tribulations. Et au niveau physique, au niveau des symptômes physiques, ce que je ressens à l'intérieur, c'est, dans ma chair, c'est des mal de bide. Et j'ai toujours eu mal au bide depuis que je suis enfant. J'ai consulté des docteurs en tout genre, des médecins, même dans les soins alternatifs. J'ai fait un peu de tout, mais il n'y a jamais rien qui a marché. Et aujourd'hui, j'ai un regard tout nouveau sur cette souffrance. Souffrance souffre. Cette matière qu'on trouve dans les zones volcaniques, ça c'est intéressant. Parce que ça vient d'en bas. Le volcan, c'est la lave qui remonte. La souffrance, nous, on veut toujours s'en débarrasser. On veut prendre des antidouleurs. Je veux plus avoir mal, je veux plus rien sentir. Mais ouais, mais tant qu'on sera dans ce corps de chair, on sentira. C'est l'essence, c'est ce qu'on ressent qui fait qu'on est vivant. Oui, la souffrance, c'est pas agréable. Personne n'aime ça. Sauf certains qui aiment se fracasser la tête contre les murs, se scarifier les veines parce qu'ils en sont rendus à un tel niveau d'insensibilité qu'ils ont besoin de cette violence. Les pratiques sadomaso. Il faut en arriver à un niveau d'insensibilité pour arriver à ça. C'est grave. La perte de la sensibilité, c'est très très grave. Tout comme la perte du goût. Et c'est à force de se laisser aller. C'est à la force de s'endormir, à la force de se nourrir de divertissement, de platitude, de mécanicité, d'ennui, de vacuité. C'est à force de tout ça qu'on en arrive à l'insensibilité. Et qu'on en arrive aussi à accepter l'inacceptable, l'inhumanité. À force d'insensibilité. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, l'origine du mal. Je vais vous passer l'extrait de Nietzsche. L'origine du mal, c'est pas ce qu'on croit. C'est la perte de sensibilité. Et c'est la coupure d'avec notre enfant intérieur. L'enfant intérieur, tu le perds quand tu perds ton humour et ton sens de l'autodérision. Et là, t'es foutu. Vous savez, y a des gens qui aiment bien, dans la sphère complotiste, s'en prendre à des personnes comme par exemple Jacques Attali. Je me permets de parler de son nom de lui parce que c'est un personnage public qui écrit beaucoup de livres et qui est un influenceur depuis longtemps auprès des présidents, fait partie de l'intelligentsia, comme on dit. Blâmer une personne comme ça, de manière aussi facilement, c'est médiocre. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a véritablement réussi à être à sa hauteur, il faut le dire. Même quand il y avait un mec comme Étienne Chouard qui est sur le plateau de Ce soir ou jamais, lui gueulait, lui crachait dessus avec ses idées révolutionnaires de tirage au sort, de mec qui n'a pas terminé sa crise d'adolescence, hein, parce que pour proposer des idées comme ça, on va faire le tirage au sort, faut quand même manquer de maturité. Tu crois vraiment que tu vas tenir une société en faisant du tirage au sort, sérieux? Faut arrêter de fumer la moquette. On n'est pas encore à une époque où on doit se débarrasser des élites. On a besoin d'avoir une élite, mais une élite intelligente et respectueuse. Là, c'est la question. Une élite avec des idées nouvelles, oui.
Mais tout le monde n'a pas envie de gouverner, tout le monde n'a pas envie de jouer ce rôle. Chacun a un rôle très précis à jouer. Et tant qu'il n'y aura pas des gens suffisamment intelligents et surtout suffisamment maîtres d'eux-mêmes, parce qu'un mec comme Étienne Chouard, il ne se maîtrise pas du tout, le mec. Il s'emporte sur un plateau télé comme ça. Jacques Attali, lui, il a une maîtrise de lui-même. Il a le sang-froid. Il ne s'emporte pas, il ne s'énerve pas. Donc il est supérieur. Ça, c'est la réalité. Et tant qu'on ne sera pas foutu de reconnaître l'intelligence d'une personne, ses qualités, même si c'est notre ennemi, ben on vaudra que dalle. Je me souviens, il y avait un mec qui avait fait une vidéo comme ça, avec son téléphone. Il avait surpris le Rothschild, là. Comment il s'appelle ce Rothschild là, celui qui ressemble à Monsieur Burns dans Les Simpsons. Une des têtes importantes de la famille des Rothschild, quoi. Le symbole de Monsieur Burns, celui qui possède le monde, quoi. C'était très amusant parce que, en fait, ce Rothschild, là, dont j'ai oublié le nom, il avait son sourire en coin, enfin exactement comme dans Les Simpsons, quoi. Je vais arrêter le chauffage parce que sinon... Il avait son sourire au coin. Et il n'était pas méprisant. Il n'était pas méprisant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement aveuglé par notre bêtise. Quand je parlais de Bill Gates, tout le monde qui s'en prend à Bill Gates, les gens ne sont même pas foutus de voir la structure psychologique qu'il y a derrière, de voir la manipulation qu'il y a derrière, de voir que ce mec est sous l'emprise de sa femme, que c'est sa femme qui tient les rênes depuis le début, que lui, c'est juste un pantin, le pauvre. C'est un bouffon, ce mec, c'est un bouffon de sa femme. Et pour ça, tu es obligé d'avoir de la compassion. C'est obligé, ça ne veut pas dire que tu vas excuser ce que le mec il a fait, les actions inhumaines qu'il a fait, non. Mais il faut être plus intelligent que le mal, en fait. Il faut être plus intelligent que ça. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Et le mec qui était là face au gars face au Rothschild, là, je ne sais plus lequel, il le provoquait, mais il n'était même pas à sa hauteur. Qu'est-ce que tu veux que cette élite, elle disparaisse? On n'est pas maître de nous-mêmes, on n'est pas plus intelligent, on n'arrive pas à être plus intelligent qu'eux. Ben, ce sera toujours eux qui nous gouverneront. Puis si ça se trouve, ils ne nous gouvernent même pas, ça se trouve, c'est juste une illusion, à laquelle nous on consent à force d'y croire. À force de ne pas se prendre en main, à force de ne pas être créatif dans nos vies, à force de ne pas amener de dimension. À force de ne pas vouloir terminer notre crise d'adolescence, à toujours s'en prendre à des méchants extérieurs parce que c'est bien confortable, comme ça nous on ne se remet pas en question. Alors le bashing, le Attali bashing, c'est insupportable. Le grand défaut de Attali, c'est quoi? C'est juste qu'il est chiant. Quand il parle, quand il dit que 2021, certainement, non, que 2020, non, ce mec, malheureusement, il a perdu la joie, quoi. Quand il dit c'est extraordinaire, bientôt on aura des frigidaires intelligents qui nous diront quand il n'y a plus de gruyère, reliés avec une puce. C'est pas très fun, enfin je veux dire, c'est pas un avenir... C'est pas fun, moi je m'en fous que mon frigidaire il me dise qu'il n'y a plus de gruyère, moi je préfère sortir de chez moi pour aller voir si mon voisin... il n'a pas du gruyère et puis finalement il me paye une bière, ça m'intéresse plus. Le frigidaire il me parle... Donc il a perdu sa joie, il a perdu son enfant intérieur, quoi. Alors il se plaît, ça reste un enfant, parce que de toute façon on est tous des enfants, mais les jeux sont différents en fonction des enfants. Il y en a qui ont des jeux un peu chelous. Alors son jeu à lui, c'est de s'imaginer des plans possibles pour arriver à son grand gouvernement mondial. Mais en soi, c'est logique. C'est logique de vouloir avoir un gouvernement mondial pour diriger pour diriger tous ces pays et avoir une sorte de politique commune. En soi, c'est pas mauvais. Le problème, c'est comment c'est fait, par qui c'est fait. C'est quoi Est-ce que c'est intelligent ou est-ce que c'est pas intelligent? Est-ce qu'il y a de la prédation? Le problème, c'est qu'il y a trop de prédation et que forcément, ça va pas être un système qui va être forcément très évolutif.
Alors quand il imagine, oui, peut-être qu'on pourrait imaginer que finalement les vaccins arrivent, mais on se rende compte qu'en fait il y avait des effets indésirables parce que sous la pression politique, on est allé trop vite, alors finalement il y aurait une autre épidémie, puis là on mettrait d'autres vaccins. Mais putain, mais en termes de créativité, d'imaginer ça, c'est pas très funky, c'est pas très réjouissant. Son grand problème à lui, c'est juste de pas être très réjouissant. Alors il y en a qui le trouvent réjouissant. Moi, je le trouve juste pas très réjouissant. C'est juste ça son défaut. Mais en soi, ses analyses sont assez objectives. Il se plaît juste à imaginer des futurs qui ne sont pas réjouissants. Parce qu'il s'éclate pas, il se fait chier. Il se fait trop chier, ce mec. C'est juste ça son défaut, il se fait chier. Il a oublié ce que c'était de s'amuser, il a oublié la joie d'être dans la nature avec les animaux, il a oublié la joie de faire un karaoké avec Patrick Sébastien, je sais pas moi, il a oublié tout ça, il croit que c'est vulgaire. Quand on lui a demandé est-ce que vous mangez des cordons, vous avez déjà mangé du cordon bleu, il dit oh, je ne mange pas ça, ça c'est la nourriture des pauvres. Putain, je suis désolée, mais le cordon bleu c'est trop bon quoi. Si t'es allé à l'école, si t'es allé au collège, à la cantine, t'as forcément mangé des cordons bleus, même si t'étais dans une école de bourgeasse. C'est obligé que t'en aies mangé du cordon bleu, ou c'est obligé que t'avais ta nourrice, elle t'a fait du cordon bleu, c'est obligé. Moi j'adore aller m'acheter des cordons bleus. Je sais que c'est pas bio, j'en ai rien à faire. C'est pas bio, je m'en fous. J'ai trop de plaisir à manger des cordons bleus. Avec des coquillettes au beurre. Et lui, non c'est pour... Qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Mais pour en arriver à ça, c'est qu'il faut vraiment se faire chier dans sa vie, avoir du... Mais je peux que le plaindre. Je peux que avoir de la pitié pour ça, parce que c'est triste. C'est triste de se faire chier à ce point. Et c'est là qu'il faut aller, c'est creuser pour arriver à cette compassion. Et la compassion qui n'est pas un truc qui va te faire qui va Vous savez, c'est très dur de demander pardon à quelqu'un, ça arrache la gueule, hein, au début. Hein. La première fois que tu demandes pardon sincèrement, ça t'arrache la gueule. Hein. Ah, ça fait mal à l'ego, parce que ça veut dire que tu vas t'abaisser. C'est pas toi qui t'abaisse, c'est ton ego qui s'abaisse. Et c'est très important, ça c'est la gymnastique de l'ego. Pour amener de la plasticité dans sa vie, il faut s'habituer à s'abaisser. Et à s'abaisser à celui qu'on croyait plus bas que nous. Si vous abaissez devant celui que vous trouvez plus grand, bon, vous nourrissez un petit peu de fantasmagorie. Genre, l'ego va avoir tendance, en s'agenouillant devant quelqu'un de plus grand, de dire « Oh, j'ai trouvé Dieu, c'est Dieu !» Puis là, c'est délire, là. Mais si vous arrivez à vous abaisser devant quelqu'un que vous jugez plus petit que vous, parce que c'est qu'une illusion, personne n'est plus petit, ben, l'ego, il est informé « Ah, je suis pas si... » il va se transformer, il va devenir plus plastique. Et progressivement, vous allez sentir un mieux-être en vous-même. C'est un truc de malade. La grande tragédie de cette fin de cycle, c'est la perte de la dignité. La dignité, c'est quoi la dignité? La dignité, l'amour-propre. C'est l'inverse de l'orgueil. C'est l'inverse de la médiocrité. Nous avons associé l'amour-propre et la dignité à de l'orgueil. Et progressivement, nous avons glissé vers un lent et progressif dégoût de nous-mêmes que nous avons caché derrière nos masques d'orgueil, nos masques d'illusion. La dignité, c'est
le sacrifice en soi. C'est le sacrifice pour ce qu'il y a de plus grand en nous. La noblesse. Nous avons perdu notre noblesse. Alors il y en a qui sont là, oui, il faut rétablir le roi, il faut rétablir la royauté. Ah, le roi c'est fini. Le roi, c'est à nous de le devenir à l'intérieur. Loupiote, arrête ça. Loupiote, arrête, va couche. Je vais fermer la porte. Oh, puis l'autre qui pète le canapé. Oh là là, ça commence bien la matinée. La dignité, c'est d'être prêt à se sacrifier pour c'est quoi ce bruit? C'est d'être prêt à se sacrifier pour ce qui est grand en nous. Qu'on ne vienne pas parler de Dieu, qu'on ne vienne pas parler d'idéaux, de concepts, qu'on ne vienne pas parler d'abstraction extérieure à nous. On ne meurt pas pour des idées, on ne meurt pas pour un Dieu extérieur à nous, pour que notre mort le satisfasse, par crainte du jugement. On n'agit pas par crainte du jugement, on n'agit pas par culpabilité, par devoir, parce que sinon, on agit simplement comme une victime, comme un être craintif, faible. On agit par dignité, par amour-propre. Si il y a deux personnes, votre ami et vous, avec un homme armé qui a décidé d'exécuter l'un d'entre vous, qu'est-ce que vous allez proposer à votre ami? L'homme armé vous demande de vous arranger entre vous pour savoir qui va mourir. Qu'est-ce que vous allez choisir? Ça s'appelle, c'est là la dignité, c'est là qu'on voit s'il y a de la dignité ou pas. Ah ben, vous allez mettre en place, vous allez argumenter pour expliquer que vous ne pouvez pas mourir parce que vous avez des gens qui vous aiment et puis que votre ami n'a pas de gens qui l'aiment. Vous allez faire quoi? Les romans de Dostoïevski, notamment L'Idiot, bon, c'est le seul que j'ai lu, ça parle que de ça parle que de la dignité. Alors lui, il utilise le rapport à l'argent. Jusqu'où les êtres sont capables d'aller croupir dans la merde pour un peu d'argent. Jusqu'où les êtres, même ceux qui se recommandent les plus nobles, les plus aristocratiques, sont capables d'aller perdre tout amour-propre pour sauver un peu d'argent. Ces derniers jours, j'ai assisté à des situations qui m'ont permis d'observer au niveau des structures psychologiques ce qui se passait chez les personnes qui avaient perdu toute dignité, tout amour-propre et toute dimension dans leur vie. Ces comportements se sont exprimés à travers la séduction, la prédation par la séduction, et j'ai besoin de parler de ça, c'est très important.
En soi, la séduction n'est pas en soi mauvaise, parce que quand deux personnes sont attirées l'une par l'autre, il y aura forcément un jeu de séduction. Un jeu. Mais un jeu conscient. Un jeu même intelligent. Mais la séduction pour la séduction, parce que tu te fais chier dans ta vie. Tu veux juste attirer l'attention sur toi. Parce que c'est ce que fait le séducteur ou la séductrice. Il veut simplement attirer l'attention sur lui pour se rassurer qu'il existe. Il veut remplir le vide, la vacuité de son existence, par un jeu auquel il ne croit même pas vraiment. Parce qu'il n'a plus de projet. Les individus ont définitivement abandonné tout projet. Ou alors les projets qu'ils avaient entrepris ont perdu de leur sens. La dépression, c'est que tu te retrouves chez toi. Tu n'as plus de projet. Tu n'as plus aucune dimension dans ta vie. Et tu te retrouves à draguer sur Facebook. Ils ont abandonné toute dimension, toute dignité. Ils n'ont plus aucun projet, excepté de prédater ton temps et ton énergie pour se donner l'illusion d'exister pendant un petit moment. Mais comme ils n'ont pas de dimension dans leur vie de toute façon, ils vont remplir leur mépris. Et écrire à ces personnes, répondre à ces personnes, c'est augmenter le mépris. Quand une femme se met en colère, quand une femme exprime ce qu'elle juge injuste, indigne, inhumain, j'ai observé qu'il pouvait y avoir des tendances à vouloir expliquer cela par une sorte de perturbation hormonale, par un problème sexuel, une frustration sexuelle. Alors, il y a des personnes qui vont tenter de venir me psychanalyser pour voir si j'aurais pas des problèmes sexuels, des frustrations. Jusqu'à quel point il faut se faire chier dans sa vie pour en arriver là, à vouloir aller psychanalyser une inconnue, juste parce qu'elle s'expose, juste parce qu'elle se montre une certaine transparence, une certaine ouverture. Tout est permis. Alors tout est permis. Il y a des êtres, il y a des individus, pour eux tout est permis. Il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucune barrière. Vas-y, est-ce que je peux te baiser? Vas-y, est-ce que tu n'aurais pas un problème sexuel à parler comme tu parles? Et ça vous dégoûte pas, vous n'avez pas honte de vous comporter comme ça, sérieusement. Mais putain, on mérite mieux que ça, que de se comporter comme des porcs. Mais même un porc c'est noble un porc, putain. Et je ne veux pas jeter la pierre aux hommes, parce que les femmes qui draguent, elles sont pires. Elles savent très bien comment te faire tourner en bourrique, comment te porter l'attention sur un sujet, sur un autre, comment jouer la dominatrice, celle qui est aux commandes, celle qui pose les conditions, celle qui te demande si tu acceptes, est-ce que tu acceptes? Ok, j'accepte de jouer à ton jeu de merde. On va voir jusqu'où tu es capable de t'enfoncer dans ton indignité, dans ton ennui, dans ta vacuité. Tu vas aller jusque-là, tu vas aller jusque-là. Tu vas aller jusqu'à me jouer le coup de la victime quand je mets en lumière
ta prédation narcissique. Parce que le problème, avant le manque de reconnaissance, le problème, c'est le manque de reconnaissance, c'est que les êtres, ils souffrent, les êtres, ils n'ont pas d'amour propre, ils n'ont pas d'amour. Ils cherchent l'amour à l'extérieur, par la reconnaissance extérieure. Alors, il y en a qui vont jouer, qui vont se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Mais le problème, c'est qu'à l'origine, il y a cet éclatement. On est tous éclatés quand on arrive sur Terre. On est tous éclatés en plusieurs morceaux, il y en a qui sont sacrément bien éclatés. Il y en a en plus qui s'éclatent d'année en année, qui vivent choc sur choc. Et ces alter-égos, ces éclatements, ils développent leur autonomie propre, leur petite vie tout seuls, ces petits alter-égos. Il y en a certains qui deviennent énormes et monstrueux. Il y en a qui arrivent jusqu'à l'illusion suprême de se croire possédés par le diable. Et l'illusion peut être si forte. Il y a des individus qui parlent en sumérien. Il y a des individus qui parlent en latin alors qu'ils n'ont jamais appris le latin. Il y a des individus qui marchent sur des braises et qui ne se brûlent pas les pieds. Ça, c'est des phénomènes que la science commence à pouvoir expliquer. Moi, je n'ai pas cette approche scientifique-là où j'ai plus une approche intuitive et une approche expérimentale, auquel je tiens par ailleurs parce que c'est mon côté artiste, la pratique de l'atelier, l'expérimentation, le laboratoire. On vit, on observe autour de soi et à l'intérieur de soi et on tente d'en tirer des hypothèses, des théories. Parce que la théorie, elle vient de l'expérience. C'est pas, tiens, je vais lire des bouquins, puis après je vais aller voir dans la vie ce qui se passe. Non. Tu fais des expériences, guidées par ton intelligence, bien sûr, parce que dans le film avec Anthony Hopkins, où le mec il bouffe des humains et qui lui dit toutes les expériences sont bonnes à faire, la réponse est non. Dans le silence des le silence des agneaux, Anthony Hopkins, ou dans Hannibal, je sais plus. Non, toutes les expériences sont pas bonnes à faire. Si tu bouffes de la chair humaine, c'est pas une expérience qui est bonne à faire. Ça, c'est anti-vie, anti-humain, donc c'est pas intelligent. Toutes les expériences sont bonnes à faire dans la mesure où elles sont guidées par l'intelligence et l'amour. Et l'humour, bingo, si on y arrive, alors là c'est top. Très peu de personnes y arrivent. Très peu de personnes arrivent à allier intelligence, amour et humour. Parce que le drame, dans cette lente et progressive dégringolade, c'est que les individus ont tué leur enfant intérieur. La vie les a conduits à tuer cet enfant intérieur. Et je dirais même cet adolescent intérieur. Dans la spiritualité nuageuse, l'enfant intérieur. On en a fait un concept fade et insipide. Médiocre. Voilà encore la pourriture de la médiocrité qui vient enlever à ce qu'il y a de plus important, plus vivant, plus puissant, la noblesse. L'enfant intérieur, c'est tout. L'enfant intérieur, si on se rappelle bien, l'enfant qu'on a été, il ne connaissait pas le mensonge. Il ne comprenait pas le mensonge. Il ne comprenait pas pourquoi, quand il regardait ses parents, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus d'intensité dans les yeux. Pourquoi ses parents jouaient à des rôles? Pourquoi ses parents faisaient un boulot qui leur plaisait même pas? Pourquoi ils reproduisaient toujours les mêmes gestes? Pourquoi ils se prenaient au sérieux? Pourquoi ils parlaient des autres sans se regarder eux-mêmes d'abord? Pourquoi ils avaient tous ces conditionnements d'apprentissage, moralisants? Pourquoi ils nous expliquaient jamais le fond des choses? Pourquoi ils nous disaient c'est comme si, sans nous dire pourquoi c'est comme si?
Pourquoi ils s'amusaient plus? Pourquoi ils rigolaient plus? Pourquoi ils avaient perdu leur folie douce? Pourquoi ils faisaient plus les guignols? Pourquoi ils faisaient plus les gogoles? Moi j'adorais faire la gogole, j'adorais faire la gogole. Et plus tard, j'ai pu travailler avec des handicapés, des trisomiques par exemple notamment. Et j'ai réalisé que ces êtres n'étaient que amour, ne connaissaient pas la méchanceté, et qu'il fallait qu'il y ait des êtres comme ça, et que nous avions beaucoup de choses à apprendre d'eux pour purifier notre cœur. Parce que notre cœur, il est pourri de mépris. Et le mépris, il vient de la perte de cet enfant intérieur. Il vient de la haine de nous-mêmes qu'on ne veut pas s'avouer, qu'on a parce qu'on a tué notre enfant intérieur. C'est ça la méchanceté. C'est ça l'aspect démoniaque qu'il y a en l'homme. C'est la haine contre lui-même d'avoir tué son enfant intérieur. Toute sa vie puera la merde. Toute sa vie va puer la merde maintenant qu'il a tué son enfant intérieur. Le phénomène de la possession, je parlerai plutôt de dépossession encore une fois, des possessions de soi-même, les personnes qui parlent en sumérien, qui parlent en latin, qui écrivent à l'envers, qui ont des comportements incontrôlés, ces phénomènes-là, c'est quoi? C'est des parties fragmentées de la psyché, ces alter-ego, qui sont coupées du soi de la personne et qui vont entrer en résonance vibratoire avec des mémoires. Vous savez qu'on est des postes de radio, on est des récepteurs. En fonction de notre état, on va se fréquencer sur certaines fréquences. Jusqu'à ce qu'on capte que finalement, ces fréquences-là, elles sont toutes à l'horizontale. Il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une dimension autre, verticale. Cette électricité de vie, c'est notre esprit. Et si on exprime assez de désir, assez d'intensité, assez de feu, pour montrer à cet esprit, qui n'est autre que nous-mêmes, que nous aspirons à autre chose qu'à toute cette merde horizontale, alors il va peut-être se passer quelque chose dans notre voix, par notre voix, VOIX, qui va nous permettre de manifester un contact avec notre propre esprit, avec notre dimension. Et ainsi, notre individualité réelle va se créer. Notre puissance réelle va se créer. Le problème, c'est que nous cherchons toujours la puissance à l'extérieur. Quand on a été altéré, fragmenté, qu'on est perdu de nous-mêmes, on est coupé de nous-mêmes, je veux dire, on va tenter de remplir le vide avec de la puissance extérieure, avec des sensations de puissance. La sensation de puissance, ce n'est pas la puissance. La puissance, c'est d'être en maîtrise de soi. C'est d'avoir réuni toutes ces parties fragmentées. Et c'est de pouvoir contacter sa propre dimension. Et chaque être a une dimension qui lui est propre. À partir du moment où on utilise la dimension des uns des autres, ou qu'on utilise la voix des uns des autres pour se remplir, pour se donner une consistance qu'on n'a pas, on accentuera ce mépris de nous-mêmes. On ne pourra pas retrouver cet amour. L'amour, c'est pareil, on le cherche toujours à l'extérieur. On tombe amoureux, alors on projette. On projette de l'idéal parce que notre vie nous est insupportable, alors on projette, on regarde. Toutes les femmes sont des déesses, les hommes sont des dieux. Mais non! Oui, c'est ce qu'ils sont.
Mais toi, qu'est-ce que tu projettes? Pourquoi il y a tous ces individus qui se prennent pour l'archange Michael, qui se prennent pour ci, pour ça? Parce qu'ils ne supportent pas ce qu'ils sont. Ah bah il y a le chat qui commence déjà à miauler. Monsieur Pot de Colle, j'ai dormi avec vous toute la nuit, mais je vais rester avec vous encore toute la journée, parce que je peux pas vivre sans vous, mon petit Pot de Colle. Le seul indépendant dans la famille, c'est Robert, le lapin. Est-ce que l'individu a encore une once de désir réel? Est-ce qu'il lui reste encore une étincelle de vie dans cet effondrement intérieur? Qu'est-ce qu'il choisit? Qu'est-ce qu'il choisit au fond du fond du fond du fond de lui-même? Est-ce qu'il choisit finalement, est-ce qu'il choisit désespérément de continuer à passer pour un bouffon, à se dégrader, ou est-ce qu'il choisit l'amour, l'amour propre? Est-ce qu'il choisit de retrouver sa dignité? Ça, c'est la grande question que chaque individu ayant sombré dans la dépression, dans des activités, des comportements dégradants. Le plus terrible, c'est qu'on voit même pas... je vais vous lire l'extrait du texte de Nietzsche. Le plus terrible, c'est que on s'en rend même plus compte tellement qu'on a perdu le goût, tellement que on est lobotomisé, tellement qu'on est habitué à des comportements anti-humains, anti-vie, anti-noblesse, anti-amour, anti-dignité. On se rend même plus compte qu'on est devenu une grosse merde. On se rend même plus compte que le simple fait d'être motivé dans la vie par le besoin de remplir le vide, de l'absence de projet, l'absence de dimension, c'est monstrueux. On s'en rend même plus compte parce qu'on trouve ça normal. C'est banal. Tout le monde fait ça, c'est normal. Je vais vous lire l'extrait du texte de Nietzsche. Ce texte a été écrit, donc il est tiré de Ainsi parlait Zarathustra, mais je ne sais plus trop où c'est, dans quel... Attendez. À quel moment ce texte apparaît mais ce texte, enfin, de toute façon, les œuvres de Nietzsche ont été écrites pour maintenant, pour 2020. Ça avait été aussi écrit pour la période la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, pour accompagner les esprits survivants des époques. Donc, en fait, Nietzsche a prophétisé la fin de civilisation, il a prophétisé ce qui nous arrive maintenant, et il est allé voir au plus profond du mal, la médiocrité. Le mal, c'est pas ce qu'on croit, hein. C'est vraiment pas ce qu'on croit. Vous allez voir ce que c'est que le mal. Je vous lis le texte. Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Maintenant, son sol est encore assez riche. Mais ce sol un jour sera pauvre et stérile, et aucun grand arbre ne pourra plus y croître. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer. Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse. Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne mettra plus d'étoiles au monde. Malheur,
Les temps sont proches du plus méprisable des hommes, qui ne sait plus se mépriser lui-même. Voici, je vous montre le dernier homme. Alors que la foule a ri de Zarathustra quand il a parlé du surhomme, elle lui réclame le dernier homme en entendant ce dernier discours. Fais de nous ces derniers hommes, et garde pour toi ton surhumain. Voyez ce passage, les temps sont proches du plus méprisable des hommes qui ne sait plus se mépriser lui-même. Quand je mets ça en lumière, on me dit « Ah, t'es trop dans l'émotionnel ». Ça, c'est le poison de la spiritualité. Faire de nous des espèces de morts qui acceptent tout, qui ont même plus d'intensité, qui ont même plus de désir dimensionnel. Parce que le désir, c'est dimensionnel. Le désir, c'est pas juste « Ah, tiens, j'ai la gaule, je me taperais bien cette meuf ». Non, ça, c'est juste que t'es un animal, après, un animal est plus évolué que ça. T'es en dessous de l'animal. Le désir, c'est dimensionnel. C'est ce qui fait que tu sens qu'il y a quelque chose qui te traverse, qui est à la fois de ce monde et pas de ce monde. Et que tu tends vers ça. Mais tu tends vers ça pas pour fuir ta réalité. Parce que ça s'appelle le perchage. Ça s'appelle l'illusion. Ça s'appelle la drogue. T'es porté dans ta dimension par tes tripes. C'est plus fort que toi. C'est tes tripes et tes intestins qui t'y portent. C'est réel. Alors moi, je serai en colère. Tant qu'il y aura des gens qui seront là pour me dire « Ne sois pas en colère. Sois une brave, bonne femme. Les spirituels, regarde, ils sont dans la paix. » Bah, je les emmerde. Ou alors tant mieux pour eux, mais ça m'intéresse pas. Tout ce qui est pas intense, tout ce qui est pas réel, ça m'intéresse pas. Moi, là, je me prends au sérieux. J'ai pas de place à l'humour encore, parce que j'ai ce travail à faire. Si je mets pas ma colère, si je montre pas l'intensité de mon désir, bah, j'aurai pas le droit de rire. T'as le droit de rire qu'à partir du moment où t'as posé du poing sur la table.